présider ce panel de 3 communicants et je ne saurais commencer sans vous dire d'abord bonjour pour ceux qui me connaissent, bonjour aussi pour ceux qui ne me connaissent pas et bonne fête de 8 mars parce que je crois que le jour n'a pas été choisi au hasard. Alors, nous avons déjà mordu sur le temps. Nous allons partager de bons moments ensemble avec nos 3 communicants. J'ai nommé Dr Nonzanga Joseline Yamego. J'ai nommé aussi Dr MC Ignace Sangaré et j'ai nommé Dr MC Suleiman Gallo. Alors, sans plus tarder, je vous informe que chacun de ces 3 communicants constitue une banque de savoir, de connaissances. Et je vais vous demander de prêter l'oreille attentive pour vous abreuver à leur manière. Le premier communicant, et je fixe d'abord les conditions parce que vous savez que ce sont tous des spécialistes de la question qu'ils vont aborder. Ils ont besoin de 3 jours pour communiquer, mais pour les contraintes de la journée, nous allons leur accorder une quinzaine de minutes. Alors, comme on le dit, qui peut le plus, peut le moins. Alors, on va prier Dieu que chacun d'eux fasse l'effort de rester dans les 15 minutes. Mais quand c'est intéressant, il faut comprendre par moment qu'on puisse déborder. Dans tous les cas, je suis là pour un peu taquiner de temps en temps. Donc, notre première intervention porte sur théâtre et résilience féminine. Elle est présentée par Nonzanga Joseline Yamego, qui est enseignante-chercheur à l'université Yébila Abdoulaye Togolimini, titulaire de 2 doctorats. L'un en théâtre art scène de l'université de Bourgogne-Franche-Comté en France et l'autre en sciences de langage sémiotique de l'université Joseph Kizerbo. Donc bien sûr que quand nous aussi on aura notre école doctorale, on va faire une 3e thèse. Alors, ces recherches s'intéressent à l'application du théâtre comme outil de communication pour le développement local, en particulier à travers les stratégies de communication pour le changement de comportement. Et son expertise englobe l'analyse des techniques de production, de transmission, de réception des messages de sensibilisation. L'exploration des dimensions esthétiques, pragmatiques et communicationnelle du théâtre. Pour finir, Nonzanga Joseline Yamego est engagée dans les milieux associatifs et académiques et c'est en tant que femme de l'intelligentsia burkinabé qu'elle se hisse en panéliste en ce jour particulier pour la femme afin d'éclairer nos lanternes sur théâtre et résilience féminine. Docteur, vous avez le micro pour 15 minutes et je sais que vous en ferez 14. Merci. Merci, docteur Zapsori.
C'est un privilège pour moi de prendre la parole devant mes chers aînés, mes enseignants, pour partager ce que le théâtre peut favoriser comme élément de guérison et de réparation suite à des traumatismes subis par la gente féminine. Le choix de ce sujet est exprès, bien volontiers, pour faire écho à cette journée. Donc, comme Dr Zamsoré l'a dit, théâtre et résilience féminine. Il s'agit pour moi, lors de ces investigations, de voir de quelle manière le théâtre, en tant que texte écrit, le théâtre comme scène, peut servir de refuge aux femmes victimes de traumatisme. Avant toute chose, nous allons essayer de poser une base conceptuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la résilience, qu'est-ce que c'est que le traumatisme, et bien pour finir, le théâtre et évidemment le théâtre social. Pour commencer, il faut noter que la résilience est un terme polysémique. C'est un concept multidimensionnel qui englobe plusieurs éléments, dont la capacité de rebondir, de s'adapter et de se transformer face à l'adversité. Rebondir au niveau individuel, au niveau social, au niveau écologique, etc. Chez les femmes, on va distinguer plusieurs mécanismes de résilience, puis plusieurs mécanismes de rebondissement, tels que les réseaux sociaux de soutien, les compétences relationnelles, l'affirmation de soi, et puis la recherche de sens. Il faut entendre par là que c'est des systèmes, des dynamiques créées par la femme pour se confier, pour extérioriser ce qu'elle a vécu, ce qu'elle garde. C'est aussi des systèmes qui permettent à la femme de se réintégrer si le traumatisme l'avait mise à l'écart de la société. Ça permet à la femme de se réaffirmer, de regagner confiance en elle-même si le traumatisme avait touché à son ego, à son estime de soi. Parlant du traumatisme, il faut noter que c'est une réponse à un événement stressant qui peut prendre diverses formes chez la femme. Le plus courant, ou la plus courante des formes, c'est les violences de genre et un des cas, la violence liée à l'insécurité. L'insécurité sous toutes ses formes, celles que nous connaissons, le terrorisme, l'insécurité, on dira financière, l'insécurité sentimentale, etc. Tout ce qui est instabilité. Et ces éléments ne sont pas sans impact psychologique ou sociaux sur la personne de la femme. Venons-en au troisième élément, le théâtre social est un outil de transformation. C'est un outil qui favorise l'expression, la prise de conscience, l'émancipation et le changement social. À travers ce théâtre, les femmes victimes de traumatisme peuvent renforcer leur estime de soi, recréer du lien social et puis servir bien sûr de catalyseur pour le changement de la société. À travers des théories féministes qui analysent les rapports de pouvoir et les inégalités de genre, nous allons mettre en lumière les différentes formes d'oppression. Essentiellement, à travers le théâtre de l'apaisement que mène Paul Zougrana, nous avons eu la chance de l'avoir l'année dernière, le 8 juin, lors du FIRTA. Il y a aussi le théâtre forum, on en parle en classe et vous voyez aussi s'appliquer dans la société. Donc à travers ces deux outils, nous verrons que c'est des espaces qui permettent à la femme de se rétablir, de se remettre de certains traumatismes. Bien, donc nous sommes au corps de notre travail et le premier élément,
c'est le théâtre de l'apaisement qui permet à la femme de guérir de son traumatisme. Donc le théâtre de l'apaisement, pour faire une synthèse descriptive, il s'agit d'un théâtre thérapeutique qui allie connaissances médicinales, connaissances psychologiques à pratiques artistiques. Lors de ces séances, il est demandé aux personnes traumatisées d'exprimer, de parler de leur traumatisme, de mettre des mots sur leur vécu. À travers ce mécanisme, par des jeux de mots, par le truchement de questions, ces personnes-là se confient. Souvent même, elles prennent conscience sur le tas de réalités qu'elles pensaient anodines, qu'elles pensaient être sans impact, être souvent le réel problème de leur situation actuelle. Donc en se confiant, en relatant, en faisant le narratif de leur vécu, elles se libèrent. Elles échangent avec d'autres personnes qui ont vécu la même situation, qui comprennent leur situation, et elles sont face à des spécialistes psychologiques, des médecins psychologues, qui les permettent de comprendre que c'est des réalités possibles. Elles ne sont pas les seules à vivre cela, et plus encore, elles peuvent rebondir de là et se réintégrer ou encore reprendre confiance en elles. Deuxième élément, le théâtre forum. Le théâtre forum, qui est une pratique, on dira, qui fait suite au théâtre de l'opprimé, donc un peu d'histoire comme vous le savez, et au théâtre de l'opprimé d'Augustin Boal, ce Brésilien, qui utilise le théâtre aussi comme un espace de dialogue, un espace d'expression des personnes vulnérables. Donc en 3 étapes. Premièrement, une troupe de comédiens professionnels va exposer sur une problématique existentielle sociale. Deuxième étape, ils vont inviter les spectateurs à reprendre par séquence les scènes qui sont jouées pour s'assurer que le message est bien compris et que les comportements à bannir de la société sont bien identifiés, les comportements à encourager aussi. Troisième étape, c'est la phase des échanges avec des techniciens du sujet en question qui éclairent les parties restées à l'ombre avec la population, proposent des solutions, comprend peut-être la réticence ou l'envie d'adhésion de la population. À partir de ces 2 outils, nous voyons que c'est des spectacles qui abordent des sujets, qui peuvent aborder des sujets liés à la condition féminine, lui permettant de s'exprimer sur un espace où il n'y a pas de barrière. Vous savez, dans la vie de tous les jours, les questions sociales, culturelles, ne permettent pas toujours à la femme de s'exprimer de façon spontanée, là où elle veut et comme elle veut. Mais au théâtre, les codes sont levés. Tout est possible, c'est un jeu. Et tout le monde l'entend de cette oreille. Merci. Donc ça permet à la femme, sans obstacle possible, et respectant bien sûr l'art du théâtre, de s'exprimer, de se libérer, d'utiliser les termes qu'il faut et de les placer sur ces mots. Donc selon les psychologues, déjà quand on arrive à nommer le mal qu'on vit, c'est une étape vers une certaine libération. À travers le théâtre forum, où la phase d'échange permet de mettre en relation des experts d'une question donnée, cela aussi permet aux femmes qui sont souvent confrontées aux questions de sexualité, méthodes contraceptives, espacement des naissances, on dira d'autres questions liées au genre dans leur foyer, dans la société, de pouvoir sans restriction poser des questions aux techniciens. Puisqu'on se dit, on est au théâtre où tout est permis, la parole est libérée. Les spectateurs sont aussi dans cette dynamique. Donc tout cela favorise la libération de ce qui est enfoui à la femme. Partant de ces éléments que nous avons pu constater, on peut dire que l'hypothèse selon laquelle le théâtre peut servir de refuge aux femmes traumatisées se confirme. Et nous vous recommandons cet outil, surtout pour l'expression, pour la promotion de certaines valeurs
la promotion aussi des comportements à encourager dans la société. Je jette la pierre dans la mare, ou comme on dit, on va lever le lien et ensemble, s'il y a des questions, on verra si on l'attrape ou bien bon, on remet à plus tard. Donc j'ai parlé sous le contrôle bien sûr de mes aînés qui sont très experts de la question. Docteur Zafsoré, je ne sais pas si j'ai fait plus de 14 minutes. Merci à Dr. Legault qui nous a fait un don et un gain de 6 minutes. Bravo à elle, comme pour dire que pour parler du théâtre, surtout pour le théâtre qui concerne la femme, elle peut encore faire mieux en faisant 3 minutes. Alors, son entretien a porté sur, d'abord sur les définitions, la définition de la résilience, la définition du traumatisme et la définition du théâtre. Et ces 3 aspects vont être utilisés pour confirmer ou infirmer son hypothèse qui considère le théâtre comme refuge pour les femmes traumatisées. Et elle a déroulé son travail sur 2 gros outils. Le premier qui est le théâtre de l'apaisement, que moi je considère comme étant, à travers ce qu'elle a dit, un théâtre psychothérapeutique. Ensuite, elle aborde le théâtre forum, que moi je considère en tant que néophyte comme un théâtre participatif, où tous les acteurs en présence, que ce soit la population, que ce soit les metteurs en scène, que ce soit la troupe, tout le monde participe aux échanges et à faire passer le message. Et pour finir, elle confirme que par le théâtre, les femmes peuvent résoudre leurs maux. Donc son hypothèse a été confirmée. À sa suite, nous allons passer le micro au deuxième intervenant en la personne de Ian Sangaré, qui est enseignant-chercheur au département de lettres modernes, Université Joseph Kizerbo, maître de conférences en littérature orale et cinéma. Ses recherches en thèse de doctorat ont porté sur le cinéma burkinabé, un espace de promotion des traditions orales. Et cette thèse a fait de lui un spécialiste de la littérature orale et du cinéma. Il est par ailleurs membre du laboratoire Discours et pratiques artistiques LADIPA, membre de la cellule d'études et de recherche en tradition orale CERTO, membre de l'association des critiques de cinéma ASCRIC, chef du service d'appui à la formation, à l'expertise, au stage, à l'insertion professionnelle et à la coopération. Ce n'est donc pas un fait du hasard de tomber sur qui peut nous dire plus sur oralité et théâtralité. Et c'est sur ce thème que Dr MC Ian Sangaré va nous entretenir. J'ose bien espérer qu'il va s'aligner derrière Dr Ian Legault, mais il vous plaira de vous ajouter 5 minutes parce que je sais que ça peut ne pas être suffisant, mais je reste dans l'espoir. Merci à vous la parole. Alors, merci bien au modérateur. Je voudrais, à l'entame de mes propos,
dire merci aux organisateurs de cette journée de nous avoir associés, mon collègue et mon très cher frère Gano et moi, donc pour partager ce que je dirais, nos connaissances sur les questions du moment. Alors, merci aussi à vous qui êtes venus vous abreuver à la source du savoir. Comme on le dit en Afrique, les anciens parlent, les plus jeunes écoutent pour devenir des anciens demain. Donc, en écoutant, notre espoir est que demain, vous puissiez être les relais de ce que nous vous avons dit ou de ce que vous avez entendu. Alors, en ce qui concerne mon intervention, donc, il s'agira pour moi d'aborder la question de l'oralité et de la théâtralité. Alors, parler d'oralité, donc, c'est pour qu'on puisse savoir ce que ce concept englobe, donc, à partir de la tradition orale à la littérature orale pour aboutir à l'oralité. Et de l'autre côté, la théâtralité, donc, déjà développée par les spécialistes du théâtre. Alors, quand nous parlons de théâtralité, donc, nous nous référons à la représentation, à la mise en scène, donc, de ce que nous avons déjà comme valeur. Donc, il s'agira pour nous de voir aujourd'hui quels sont ces éléments de l'oralité, comment le théâtre peut servir de tremplin ou comment on peut créer une co-modification entre oralité et théâtralité. Et bien sûr, je terminerai par vous donner, comme nous sommes dans la circonstance festive de la féminité, comment les femmes contribuent donc à l'émancipation de l'oralité. Alors, la tradition orale, je dirais que de par vos formations en licence, donc on vous a défini sous plusieurs angles. La tradition orale, donc, c'est l'ensemble des valeurs que la communauté conserve et transmet de génération en génération. Et quand on parlera de la littérature orale, donc, c'est l'aspect écrit de ce qui est dit. Donc, en ce moment, nous avons ce qui est dit que nous transcrivons pour en faire de la littérature. Et donc, l'ensemble de toutes ces valeurs dont le canal de transmission, de communication est la voix, donc va s'inscrire dans ce que nous appellerons l'oralité. Alors, l'oralité, donc, se base sur quoi? C'est d'abord le fait de la parole. La parole, donc, qui est le code individuel, l'utilisation du code individuel, du code linguistique, donc, veut dire quoi? C'est ce que nous disons, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous conservons et c'est ce que nous transmettons. Alors, la parole ne va pas d'elle-même, elle va avec une langue. C'est ce qui fait que la langue donc réunit des individus ayant les mêmes valeurs, les mêmes cultures. On parlera de langue morée, langue turca, langue gourmandier, langue bobo, etc. Donc, à partir de la langue, on dégage les familles. Quand on dit telle famille, c'est que cette famille, cette fratrie, ce clan se retrouve autour d'une langue. Il y a maintenant de façon globale le langage donc, qui est l'outil de communication donc, propre aux humains. Donc aujourd'hui, quand on parle de la littérature orale, tradition orale, oralité, on se réfère à quoi? Ce sont nos valeurs. Les valeurs que nous avons dans nos sociétés, les valeurs, les rituels, les cultures, les civilisations. La première valeur, c'est notre naissance. Comment nous venons au monde? Quand nous venons au monde, la société est là pour nous accueillir. Et pour montrer que nous sommes arrivés sur la terre, on coupe le cordon ombilical pour nous séparer de la mère. Et ce cordon ombilical là trace notre destin. C'est pour cela, dans certaines communautés, on transforme le cordon ombilical en bracelet ou en ceinture pour le bébé. Et certains appellent ça wak. Non, ce ne sont pas des wak, c'est le cordon ombilical. Et en venant au monde, on a été emballé par le placenta. En quittant le placenta, nous venons dans un monde nouveau. Et c'est pour cela, ce placenta-là, il faut aller l'enterrer dans la fratrie. Voilà, là où la famille trouve ses origines, on enterre. Donc aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi. Alors, les gens d'un certain âge insisteront pour avoir ces éléments. Alors, les valeurs aujourd'hui, une fois que nous sommes au monde, c'est l'éducation.
sont les rites, ce sont les rituels. Quand on vient au monde, on nous rase, on nous débarrasse de l'ancien cheveux que nous avons entraîné avec nous depuis l'autre monde, et on nous débarrasse de cela en nous nommant dans la nouvelle société des humains, de sorte à ce que le jour de votre départ, on vous rase pour aller dans un autre monde. Donc, ce sont des rites comme ça qui constituent le fond culturel. Alors, le fond culturel, c'est quoi? Le fond culturel, c'est l'ensemble des valeurs. Aujourd'hui, nous parlons d'endogénéité, d'endogène. Mais ces valeurs ont toujours été là. On s'est éloigné de ces valeurs par le truchement de la colonisation. En nous dépossédant de nos langues, les Français nous ont dépossédés de nos cultures. Qui n'a pas de langue n'a donc pas de culture. Donc l'oralité aujourd'hui va se reposer sur ces valeurs, ces rites et ces rituels. Donc dans nos communautés, il y a des rites, il y a des rituels, il y a des pratiques. Donc comme ces pratiques n'ont pas été chez l'Occident, on nous a taxés de barbares, de primaires, ou peut-être ce que nous appelons quotidiennement aujourd'hui de Wakman, de marabout, pour ceux qui se contenteraient de ces expressions-là. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, dans l'Est, quand nous parlons du sable, le sable, on ne l'invente pas parce qu'on marche sur le sable. Un humain qui marche sur le sable laisse ses empreintes sur les tables. Donc, en tapant le sable, on doit pouvoir trouver les empreintes des individus sur le sable. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une fabrication. Nous partons des éléments de base que la nature nous offre. Vous voyez, le forgeron travaille avec le fer et le feu. Il fabrique les objets avec ça. Mais quand il fabrique le fer, il invoque Dieu. Il demande à Dieu de faire en sorte que la dava qu'il crée puisse aider l'ouvrier, l'agriculteur à produire. La flèche qu'il donne au chasseur, qu'il puisse toucher le lion en bouche. Vous voyez? Donc, l'endogène, ce sont ces paroles-là que nous avons et qui ont pour vocation de galvaniser. Dans nos communautés, nous avons des contes aujourd'hui, des mythes, des légendes. On parle de Jabalonko, on parlera bien d'autres légendes que vous avez sur le plan africain. Vous avez Soundiata Keita qui est bien connu et bien d'autres. Les mythes ont créé nos sociétés. Les mythes ont créé nos clans. Donc, à partir de ces éléments, nous avons ce que l'organisation sociale va nous donner. Il y a d'une part la foule et d'autre part les responsables, donc la chefferie donc, et les rois sous toutes les formes. Donc, l'oralité devient un instrument de développement. L'oralité devient des outils d'éducation, des outils de formation. Alors aujourd'hui, à partir de tous ces éléments que nous appelons oralité, que peut apporter le théâtre? Alors, le théâtre caractérisé par la représentation, par la mise en scène. Alors, quand vous regardez le conte, la soirée du conte, déjà, la représentation de la soirée de conte est une théâtralisation parce que nous avons une scène qui se met en place. Il y a le conteur, il y a la foule qui écoute et il y a les interactions. Donc, le théâtre devient un cadre de représentation, quel que soit le modèle. Alors, quand nous installons un chef, la mise en scène de l'installation du chef est de la théâtralisation. Alors, quand nous parlons de la théâtralisation, ce n'est pas au sens élargi quand on parle de l'aspect comique. Alors, théâtraliser nos traditions ne veut pas dire les clochardiser, c'est les mettre en scène et les représenter. Alors, quand on dit par exemple, alors le monsieur qui tue un poulet, il jette le poulet tombe sur le dos, c'est de la théâtralité. Mais qu'est-ce qu'il a dit avant de tuer le poulet? Qu'est-ce que le poulet sur le dos dit et qu'est-ce que le poulet sur le côté dit? C'est ça le sens de l'oralité. Donc la mise en scène donc, devient comme un élément accompagnant, mais qui repose d'abord sur un élément de valeur, donc empreint souvent de sacralité ou d'émotion. Donc en mettant ces éléments en scène, donc, nous voyons que le cinéma comme le théâtre deviennent des instruments qui apportent un nouveau souffle à nos traditions. Parce que l'Occident, quand on parle de tradition, c'est quelque chose de dépassé. Alors qu'aujourd'hui, ces valeurs que nous avons, pourquoi nous parlons d'endogène? Parce que ces valeurs nous appartiennent et existent dans nos communautés. Il nous appartient d'avoir le courage
d'aller vers ces valeurs et de les réactualiser et de les mettre en scène pour que chaque génération puisse communier à ces valeurs-là. Donc le théâtre devient comme un instrument que l'oralité peut utiliser pour s'exprimer. De plus, en utilisant la théâtralisation, nous pouvons aujourd'hui donner accessibilité à un grand nombre de populations, de publics, donc de ces valeurs. Par exemple, les initiations, par exemple, certains rituels que les gens ne peuvent pas voir, la théâtralisation peut permettre par le biais de la représentation donc, de partager ces valeurs, au moins que les gens puissent savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que les éléments de l'oralité sont sujets d'une réglementation, d'une codification. C'est que si vous n'êtes pas à un niveau de compréhension, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous n'êtes pas initié, il y a certaines choses que vous n'allez pas savoir. La preuve, les proverbes sont les plus usés dans le langage quotidien. Quand je dis en Bamana, comment il faut tout le bâtir, comment il faut aclitiquer, comment il faut tout le bâtir. C'est ce que le Koteba a dit. La parole est dite pour celui qui a l'esprit, mais pas pour celui qui a de larges oreilles. Et quand on vous dit ça, le temps de réfléchir, celui qui vous a dit, le proverbe est déjà parti. Mais ça vous donne une leçon de vie. C'est ça l'importance. Et donc, en représentant la communauté sur scène par le biais du théâtre, donc l'utilisation des proverbes, des dévis, des paroles de parenté à plaisanterie peuvent être des éléments donc, de co-modification, de co-opportunité entre théâtre et oralité. Alors, la femme aujourd'hui que nous célébrons, quelle est la place de la femme donc, dans le principe de l'oralité? Alors, nos communautés sont sur des bases assez claires. L'homme est le pilier de la famille, l'homme est le détenteur. La femme a des limites parce qu'elle a des émotions. La tradition vous dira que là où l'homme tient, la femme ne tient pas. Et là où l'émotion domine, la femme est là-bas. Donc, la femme est réservée à certaines tâches donc, que vous savez couramment, qui est la procréation, la famille. Donc, l'occupation de la famille, à savoir donner à manger aux sujets composant la famille. L'homme est le détenteur parce qu'il est initié à certaines valeurs. Et la transmission se fait de père en fils. Alors, il y a des éléments de l'oralité donc qui n'ont pas de codification, à savoir les chants, même les proverbes, que les femmes utilisent au quotidien parce qu'elles ont droit à la parole. Mais dans nos sociétés africaines d'hier, la femme était considérée comme un être faible à l'instar de l'enfant. Donc la parole de la femme était considérée comme la femme d'un enfant. Voilà. Alors, dans la société, la femme donnait, confiait sa parole à l'homme. Parce que la femme ne parlait pas en public. C'est l'homme qui sort, qui dit, nous avons trouvé. Mais nous, c'est lui et sa femme. Et c'est pour cela qu'on dit que la nuit portait conseil. Parce que c'est au moment de la nuit de la vérité là que l'homme écoute sa femme. Et le matin, il devient le géant de la société pour dire ce qu'on lui a dit hier, mais sans dire qui lui a dit. Vous voyez la relation. Mais la femme est une actrice de l'ombre dans la tradition. Alors, pourquoi la femme est limitée dans certains rituels? C'est à cause de la menstruation. Les menstrues des femmes font en sorte que la femme n'est pas libre. Déjà que nos sacrifices sont sujets à verser du sang et que pendant cette période, elle verse du sang, elle devient comme un sacrifice. Donc si elle part participer, ça pose un problème. C'est pour cela que la femme est mise en retrait pour un certain nombre de rituels. Mais ce n'est pas dire que la femme n'a pas sa part active dans certains rituels. Par exemple, les poulets que nous égorgeons, qui prépare ces poulets, c'est la femme. Qui chante pendant les rituels, c'est la femme. Donc, elle participe à sa manière justement à ces ritualités-là. Donc, la femme prendra la place de l'homme dès lors qu'elle finira de passer son temps de menstruation. Une femme ménopausée est dans la tradition un homme. C'est pour cela, en Morée, peut-être sur les heures, les gens parlent de Wemba. Le Wemba, c'est une femme qui est dans la famille, qui porte le pain, mais qui a la fonction d'homme
parce qu'elle a fini d'enfanter, elle a fini avec les menstrues. Vous voyez, chez le Moro là-bas, par exemple, elles sont là. Ce sont les premières conseillères du roi derrière le rideau. Vous voyez, le Moro là-bas va les consulter avant de revenir dire ce qu'il y a. Donc, c'est la même manière que quand elles deviennent justement ces gens-là, elles peuvent participer à la vie de la société. C'est pour cela, dans la communauté, par exemple, il n'est pas demandé à une femme qui enfante toujours de laver un cadavre. Voilà. Si pour laver un cadavre, il faut avoir fini d'enfanter. Mais on ne le dit pas tous les jours à tout le monde, mais c'est codifié par la société parce qu'on estime que la femme devrait avoir ces éléments de retenue. Donc, il y a que la femme apparaît dans les textes oraux, donc elle a une place dans les textes oraux. Aujourd'hui, nous pensons que l'évolution de la société fait en sorte que ces informations doivent être données pour que les femmes prennent leur place dans la société. Comme on le dit, demain, est-ce qu'une femme ne pourra pas être capable de faire les sacrifices? Déjà, elle participe. La chanson de la femme est qu'un élément de l'oralité. La femme qui puise l'eau, elle chante. La femme qui cuisine, elle chante. La femme sur la meule, elle chante. Donc, sa vie est empreinte de chant et la femme traduit ses émotions quand elle chante. À y écouter, vous vous rendrez compte. Donc, la femme, hier laissée comme un être pas actif, devient aujourd'hui un maillon essentiel de la communauté. Si la société se fonde sur la femme, vous voyez, le foyer se fonde sur la femme, parce que en réalité, nos vrais pères, ce sont nos mères. On peut se tromper de père, mais on ne peut pas se tromper de mère. La mère est unique. Le père, on peut se tromper. Le fait qu'elle ait porté l'enfant dans son ventre, l'enfant qui vient au monde écoute et reconnaît seulement la voix de la mère quand il vient au monde. C'est avec le temps qu'il s'habitue aux autres voix de la communauté. Donc, pour vous dire que femme comme mère est un instrument de la socialisation. Et notre socialisation aujourd'hui passera donc par l'exploitation de nos valeurs endogènes, passera par l'exploitation de nos langues nationales. J'étais un peu choqué, je dirais, que vous soyez fiers de slammer en français. Il faut que vous arriviez à slammer dans vos langues. C'est à partir de cela que vous allez configurer votre identité culturelle. Depuis la colonisation, nous avons fait la promotion de la langue française au détriment de nos langues. Aujourd'hui, l'endogène commence par utiliser nos langues comme instrument de communication. Je ne dirais pas qu'on va changer les langues à l'école, mais on ne vous dit pas de changer les langues à l'école, on vous dit de vous approprier vos langues. Une fois que vous aurez vos langues, vous aurez vos cultures, vous aurez vos valeurs et vous serez des êtres donc pétris d'une identité culturelle, identité qui va forger votre personnalité, identité qui va forger votre caractère, identité qui va vous permettre de grandir dans une société d'excellence. Je vous remercie. Alors, merci, et je pense bien que je vous avais prévenu que, vous le savez, est fondé sur l'oralité. Il nous définit l'oralité en mettant l'accent sur ce qui est transmis de bouche à oreille et d'une génération à une autre. À partir du moment où ce qui est transmis oralement va être écrit, alors nous allons passer à autre chose. Mais dans l'oralité, il parle de la parole qui tourne autour de ce que nous disons, ce que nous conservons et ce que nous transmettons. Et l'oralité fait référence ou se réfère à nos valeurs. Et il en a évoqué longuement. Pour le théâtre, il en dit encore plus sur cette question qui avait déjà été abordée par le premier intervenant, et il finit par nous dire que dans
l'aspect théâtralité, il ne faut pas voir ce qui est comique, mais le message qui doit être passé. Alors, il trouve que la théâtralité donne un souffle à nos traditions, donc à l'oralité. C'est pourquoi ces deux vont de pair. La théâtralisation est une tribune de promotion de nos cultures, parce qu'elle permet à une grande gamme de la société d'exprimer sa culture. Et il s'est appesanti sur la question de la femme qui est aujourd'hui célébrée. La femme, sa place dans notre société, elle est considérée comme une actrice principale de cette société, car en réalité, elle est notre père. Je me rappelle que quand j'ai fait mon cours sur culture et civilisation, cette question revient toujours en première année de l'ère moderne. J'ai dit, la femme, c'est là où on ne peut pas se tromper pour notre appartenance. Parce qu'il y a des gens, c'est à 70 ans qu'on leur a dit que leur père n'était pas leur père. Que devenez-vous? Que deviennent vos enfants? Que deviennent vos petits-enfants? Il en a évoqué. Et il ramène la femme à sa place, qui est le fondement de notre société. Et il a fini avec la langue. Ne nous perdons pas. Slammer en français, c'est bien, mais slammer en gourmandier, elle sera encore mieux, dira Sangaré. Merci à vous. Et nous allons prendre notre dernier intervenant, Souleymane Ganou. Il est maître de conférence en études culturelles africaines à l'université Joseph Kizerbo. Grand connaisseur de l'univers culturel burkinabé, il est entre autres expert national pour la Convention 2005 de l'UNESCO qui porte sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Membre du Conseil scientifique et culturel chargé de la formation et de la recherche du Centre régional pour les arts vivants en Afrique. Représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation au sein du Conseil scientifique et culturel de la Semaine nationale de la culture. Actuellement responsable de l'équipe de recherche études culturelles africaines du laboratoire littérature, art, espace et société, membre du laboratoire littérature et tradition orale de l'Institut national des sciences et des sociétés et chercheur associé au centre figurant de l'Université du Québec à Montréal, au Canada. C'est en sa qualité d'homme averti que Dr Ganou, qui a parcouru une dizaine de pays en Afrique, en Europe, en Amérique, pour prononcer des conférences, va nous édifier sur les pratiques culturelles africaines et celles de spectacle. À lui aussi, je reconnais qu'il sera succinct et j'ai bonne note que nous allons pouvoir être dans le temps parce que je vous ai dit, il a fait des conférences partout dans le monde, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et aujourd'hui, il est à l'est du Burkina. Alors, nous allons lui donner la parole et il va nous en dire plus sur ce thème. À vous la parole, Dr Ganou. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, chers collègues. Bonjour à toutes et à tous.
D'entrée de jeu, j'aimerais remercier Dr Yamego de m'avoir associé à cette réflexion à l'occasion de la clôture de nos enseignements sur le théâtre. En tout cas, je me réjouis d'être ici à Fada. C'est la première fois que je viens pour des enseignements. La dernière fois que j'étais à Fada, c'était en 2015, si je ne me trompe, à l'occasion du festival Ilemou, qui ne se tient plus il y a quelque temps. J'avais amené des étudiants pour assister à ce festival qui est un espace de promotion de nos valeurs culturelles. Alors, je vais vous entretenir sur les pratiques culturelles africaines et les scènes de spectacle. Mon propos vient faire chorus avec celui de mon frère le docteur Sangalé pour montrer que nos pratiques dans nos différentes sociétés sont déjà des mises en scène. Je vais commencer d'abord à dire ce que c'est qu'une scène de spectacle. Quand on parle de scène de spectacle, on pense à la mise en scène de spectacles vivants. Et quand on parle de spectacle vivant, on pense à la musique qui se tient ici et maintenant, au conte, au théâtre, et j'en passe. Et quand on parle de spectacle vivant également, on pense aux acteurs qu'on va appeler des performeurs, parce que le spectacle vivant introduit la notion de performance, ce que vous aviez l'habitude d'appeler prestation. Le spectacle vivant, en réalité, fait penser à la performance. Et quand on parle de performance, il y a des acteurs, il y a des performeurs. Et quand on parle de performance également, il y a des spectateurs. Et la mise en scène, justement, au-delà de l'espace physique où se tient le spectacle, il y a un espace également qui n'est pas donné à voir par le spectateur. Et ça peut être les coulisses, ou bien même il y a un espace, on va dire, métaphysique. Parce que avant que les artistes, les performeurs ne viennent sur scène, il y a une préparation qui est faite en amont. Un artiste, un griot, avant de faire sa performance, sûrement, il va réchauffer sa bouche, il va aller voir un devin pour qu'il lui donne des éléments nécessaires pour que sa parole puisse retenir l'attention des spectateurs. Donc, en gros, quand on parle de scène de spectacle, c'est un lieu où on donne un spectacle vivant. Et je vous ai dit, quand on parle de spectacle vivant, c'est quoi le spectacle vivant? Ensuite, parlant de pratiques culturelles africaines, quand on parle de pratiques culturelles, ce qui retient notre attention, c'est la culture. Il y a plusieurs acceptions du mot culture. D'abord, la culture prise dans son sens figuré. Ça, c'est la culture, on va dire, individuelle. Et parlant de la culture individuelle, je vais parler de ce qu'on appelle culture de l'esprit et culture physique. En parlant de culture de l'esprit, par exemple, vous êtes là, vous écoutez la conférence, chacun a sa manière de comprendre. Et vous qui êtes là, vous entendez et comprenez ce qui est dit ici. Celui qui n'est pas là, il ne peut pas, n'est-ce pas, être au courant de ce qui se passe.
même si vous lui rapportez, il n'aura pas la même manière de comprendre. Quand vous lisez également, vous lisez un roman ou bien un ouvrage, le contenu est saisi par vous seul. Donc, vous cultivez votre esprit. Et les connaissances que vous avez, c'est pour vous seul. Donc, la culture de l'esprit, c'est cette forme de culture qui est acquise par un individu à travers les voyages, à travers les lectures, à travers la participation à des conférences dans le but d'affiner son esprit critique. À côté de ça, il y a ce que j'avais dit tantôt, la culture physique. La culture physique, c'est quoi? C'est quand on s'adonne à des exercices physiques pour donner un certain aspect à son corps. Si vous avez voulu avoir ce qu'on appelle des plaquettes de chocolat pour des hommes, on sait ce qu'il faut faire. Il faut faire des abdos, il faut courir, il faut, voilà. Si vous voulez avoir un ventre plat également, il faut faire du sport. Pour être endurant, il faut faire du sport. Donc ça, c'est la culture physique qui va amener l'individu à acquérir un certain aspect pour le corps. Vous voyez, la culture de l'esprit et la culture physique, ça concerne l'individu. Ensuite, la culture collective. Ça, c'est la culture prise au sens propre. Déjà, c'est cette culture, le docteur Sangaré l'a dit ici, qui va se transmettre de génération en génération. Quand vous prenez par exemple la danse du Tchanchala ici, le Tchanchala, les arrière-grands-parents ont dansé le Tchanchala. Et nous aussi on danse le Tchanchala. Comment on a pu savoir qu'il y a des pas de Tchanchala et qu'on appelle Tchanchala? C'est parce qu'on nous a légué cela. Donc ça c'est la culture collective. C'est ce qu'on appelle la culture d'un peuple. Alors en parlant de pratiques culturelles en Afrique, je veux parler de ce type de culture qui se transmet de génération en génération. Et quand on demande dans nos langues, j'avais demandé à mes étudiants de me dire comment on dit la culture en Boulmachema. Ce qui est ressorti, c'est que c'est ce qu'on est de trouver, ce dont on est de trouver, c'est ça. En Djoula également, c'est la même chose. Quand on dit Korolenko, ça veut dire les choses anciennes. C'est ancien parce qu'on est venu trouver. En Moré, on dit Rokniki. C'est ça, non? Et ça aussi, Rokniki, c'est ce qu'on est venu trouver. Voilà. Donc Rokniki, c'est qu'on est venu trouver. Si on est venu trouver, ça veut dire déjà on léguait ça. Alors quand on prend la culture, à l'intérieur, on va parler de savoir-faire, on va parler de tradition, on va parler de croyance, on va parler de religion. Et il y a quelque chose que l'on retient dans la culture, ce sont les valeurs morales. Les valeurs. Parce qu'en réalité, ce sont ces valeurs-là qui tiennent les sociétés. Aucune société ne peut tenir avec des contre-valeurs. S'il y a des contre-valeurs, la société va se disloquer. Si nous tous on était des voleurs, ça, on ne peut pas vivre. Vous allez dans un pays comme Haïti. Haïti, c'est un pays invivable. Hein? Parce qu'il y a des gangs que les policiers ne peuvent pas contrôler. C'est le pays au monde où il y a, on va dire, où il y a presque tous les représentants des pays. Je veux dire sur le plan sécuritaire. Vous allez trouver même qu'il y a des Burkinabés là-bas, des policiers burkinabés qui sont là-bas. Parce que c'est un pays ingouvernable. On a tué leur président au vu aussi de tout le monde. Et ce sont les gangs. Et ce pays, c'est difficile, ça ne peut pas se développer. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, vous allez trouver qu'il y a les ressortissants. Quand vous trouvez un noir, la plupart du temps, il ne vient pas d'Afrique, il vient de Haïti. Tout le monde veut vivre Haïti. Parce que justement, il n'y a pas de valeur. Aucune société ne peut se développer avec de contre-valeurs. Et donc c'est pour cela, dans nos cultures, il y a ce fait-là qui est mis en avant.
les valeurs. Ou bien on va parler de système de valeurs, ou bien on va parler d'éducation. Les contre-valeurs, ce sont des éléments qui vont faire imploser une société. Alors, s'étant accordé sur la définition des concepts, maintenant on verra il y a quel rapport entre pratiques culturelles africaines et les scènes du spectacle. Je parle d'abord la sortie des masques. La sortie des masques, déjà, le masque, c'est une entité, j'allais dire, sacrée, qui est transmise, comme je l'ai dit, qui est transmise sur plusieurs générations. Et en Afrique, quand on parle de masque, on voit une dynamique, une mise en scène. Parce qu'en Europe, quand vous parlez de masque, ça peut être un masque disposé dans un musée. Mais en Afrique, ici, le masque est dynamique et en mouvement. Et pendant la sortie des masques, il y a plusieurs éléments qui sont mis en scène. Je veux parler des masques bobo que je connais bien, les masques bobo de Tondorosso. Déjà, les masques sortent à l'occasion des funérailles et à l'occasion de l'initiation qui se tient chez les bobos chaque 5 ans. Avant c'était chaque 7 ans, maintenant ils font chaque 5 ans. Pourquoi les masques sortent pendant les funérailles? C'est pour donner justement une valeur sacrée, une valeur, j'allais dire, mystique aux funérailles. Parce que les masques vont faire le pont entre les morts et les vivants. Et donc, lors de la sortie des masques, chez les bobos, on va voir que il y a chaque quartier qui a son masque. Ou disons ses masques. Chaque quartier a ses masques. Et quand vous regardez les masques qui quittent la brousse, c'est pour venir en ville. Parce que les masques, ils descendent toujours, n'est-ce pas, du bois. Et le bois ici, c'est la brousse. Parce que le masque, c'est un être de la brousse. Le masque vient toujours de la brousse. Et donc, chez les bobos, lors des funérailles, ils ont les masques en fibre. Mais avant que les masques en fibre ne viennent en brousse, il y a un masque qui est conçu avec des types, n'est-ce pas, de ronces. Ce sont des plantes rampantes. C'est le masque le plus sacré parmi tous les masques. Et c'est le masque qui foncièrement représente la brousse. Et c'est ce masque qui est le premier à entrer au village. Et quand vous voyez ce masque, c'est le masque également qui frappe les gens. Ce masque vient en ville pour purifier, pour chasser les mauvais esprits, afin que les autres là puissent venir. Et quand vous voyez ce masque, quand ce masque disparaît, ça veut dire que les autres masques sont en train de venir. Et vous allez voir que les masques là vont se suivre, la succession des masques, c'est par rapport au quartier. Les quartiers qui sont les plus anciens, ce sont les masques de ces quartiers-là qui se trouvent derrière. Les nouveaux quartiers, ils ont leur masque devant. Bon, en regardant, quand on est néophyte, on ne peut pas comprendre. Déjà, il y a l'esprit de cohésion dans cette disposition, à travers cette disposition. Parce que quand vous êtes nouveau, quand vous venez nouvellement et puis on vous met derrière, c'est comme bon, on ne vous considère pas. Quand on vous met devant, vous allez vous sentir considéré. Donc, à travers la sortie de masques déjà, il y a la question de cohésion sociale qui est mise en avant à travers la représentation des masques de chaque quartier. Et quand les masques arrivent sur l'air de danse, la plupart du temps, l'air de danse ne change pas. C'est la même air, c'est le même espace de danse sur plusieurs générations. Même s'il y a un arbre qui est là, la plupart du temps c'est sous un arbre. Même quand l'arbre là tombe, vous allez voir qu'ils sont là.
Et dans le dispositif, les plus anciens ont leur place. Les griots ont leur place. Ils parlaient de femmes ménopausées. Chez les bobos, ce sont les griottes et les femmes ménopausées qui sont présentes sur l'aire de danse. Les femmes qui peuvent encore procréer ne viennent pas. Quand elles voient même les masses venir, elles s'enfuient. Et donc, les vieux ont leur position, les initiés ont leur place, les futurs candidats aux prochaines initiations ont leur place également. Le reste du public a sa place. Et les masques également ont leur place. Donc, la scène est dirigée de sorte à ce que chacun des acteurs puisse avoir sa place, et sa place est très bien identifiée. Et quand les masques viennent, et quand les masques arrivent sur scène, c'est le patriarche du village qui danse. C'est lui qui danse le premier, avant que les masques par quartier ne passent. Et quand le masque d'un quartier passe, et s'il danse bien, les ressortissants de son quartier, très heureux, ils rentrent sur scène, ils accompagnent le masque de danse. Et dans tout ce dispositif, il y a une maison à terrasse à côté. Et sur cette maison à terrasse là, on va voir une personne âgée entre 50 et 60 ans qui va asperger une sorte d'eau sur le public. Quand je me suis renseigné, on m'a dit qu'il est en train de, si vous voulez, c'est comme de l'eau bénite qui est en train d'asperger sur le public, pour non seulement purifier les lieux, et également éviter que les mauvais esprits ne s'emparent du public venu pour assister à la sortie des masques. Donc vous voyez que réellement, cette scène de sortie de masques, c'est une scène, on va dire, c'est une scène traditionnelle, mais également c'est une scène qui montre que nos pratiques culturelles peuvent être mises en scène, sont même des mises en scène. Au-delà de ça, quand vous allez chez les Dagara, je ne sais pas s'il y a les Dagara, il y a des Dagara ici, quand vous allez chez eux, quand une personne décède, quand vous allez pour saluer la personne, il faut pleurer. Il faut pleurer, même si vous n'avez pas envie de pleurer, il faut pleurer, il faut faire semblant de pleurer. C'est une mise en scène. Quand vous arrivez, même vous jetez à terre, vous roulez, vous pleurez. Non, il y a des mots également que vous proférez pour dire que c'est vraiment une grosse perte. Ce n'est rien d'autre qu'une mise en scène. Parce qu'après, bon, les personnes qui font semblant de pleurer, vous allez les voir en train de manger et puis de boire de l'eau. Quelques minutes plus tard, on ne dirait pas que c'est ces personnes-là qui se roulaient par terre. Et donc, il y a cela. Il y a également les soirées de conte, il a évoqué. Les soirées de conte sont des lieux de mise en scène, n'est-ce pas, spectaculaires. Il y a un public, il y a une formule d'entrée, une formule de sortie quand on fait le conte. Et justement, il y a un conteur qui est là. Et la plupart du temps, le conte se fait la nuit. On ne compte pas de jour. On dit que c'est interdit. Et le conte, c'est un lieu d'éducation. En tout cas, en Afrique traditionnelle, même maintenant, même aujourd'hui, quand on voit les conteurs, c'est un lieu d'éducation. C'est une école traditionnelle pour permettre aux plus jeunes de pouvoir comprendre comment la société fonctionne et de pouvoir connaître leur place, n'est-ce pas, dans la hiérarchie sociale, ou disons dans la structure sociale. Donc tous ces éléments-là, qui sont des pratiques culturelles, sont, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, sont transmis de génération en génération.
Aujourd'hui, on a un compteur comme KPG qui est un forgeron dans sa création, parce que lui aujourd'hui il fait du compte un peu modernisé. Dans sa création, il va convoquer des éléments ou des réalités du métier de la forge. J'ai assisté à beaucoup de ces spectacles où même il fait intervenir les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, ce sont des fourneaux que l'on utilisait pour extraire le fer. Et c'est le forgeron qui fait cela. Et pendant qu'il est en train de compter, on va voir effectivement qu'il y a des personnes qui sont avec lui, qui travaillent à extraire le fer pendant qu'il est en train de compter. Et donc, chez lui, il a hérité doublement. Il a hérité, on va dire, de la forge, parce que c'est un forgeron, mais également, il a hérité du savoir-faire des forgerons en matière de compte, et qu'il l'exploite aujourd'hui. Et justement, c'est ce qu'on demande aux artistes, que ce soit des conteurs, des artistes musiciens, mais aussi des acteurs de théâtre. Elle a parlé de théâtre forum. En réalité, le théâtre forum, c'est un théâtre qui s'inspire de l'art à palabre. Où quand il y a un problème, on expose ça devant tout le monde et on écoute l'intervention, ce que chacun a comme solution au problème. Donc le théâtre forum est né de cela. Et l'une des personnes qui a développé le théâtre forum au Burkina, c'est le professeur Compaoré, qui a été soutenu après par le professeur Jean-Pierre Bengani, qui est venu avec ce qu'on va appeler le théâtre débat. Mais en réalité, c'est tous des théâtres d'intervention sociale, comme a développé Augusto Boer, le Brésilien. Et donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que les artistes, aujourd'hui les artistes africains, doivent véritablement s'inspirer des pratiques culturelles africaines pour leur création. Et l'expérience nous montre que les artistes qui s'inspirent des éléments de leur culture sont les plus en vue, en dehors même du Burkina et même de l'Afrique. Les meilleurs artistes burkinabés qui font même la promotion de la culture burkinabé ne sont pas connus au Burkina Faso ici. Les meilleurs ne sont pas connus. Et je prends l'exemple il y avait un là qui est décédé, Victor Débé. Dans l'histoire de la musique burkinabé, c'est celui-là qui a le plus tourné dans le monde. Il est parti un peu partout. Donc il s'inspirait un peu de la musique mandingue et pour faire, n'est-ce pas, sa création musicale. Il a tourné un peu partout. Malheureusement, il est décédé en 2015. Mais il reste dans l'histoire l'artiste burkinabé qui a le plus tourné. Quand vous prenez un acteur de théâtre comme Hassan Kouyaté, j'en ai parlé la dernière fois, et il n'est pas connu au Burkina ici. Pourtant, c'est un acteur et un metteur en scène qui tourne un peu partout dans le monde. Il n'est jamais sur place, mais il est très peu connu ici. Pourquoi il tourne un peu partout dans le monde? Parce que sa mise en scène s'inspire de nos valeurs, de nos pratiques culturelles. Et c'est ce que les gens veulent savoir. Et donc, ceux-là qui veulent être des metteurs en scène, qui veulent être des acteurs, vivement qu'ils s'inspirent de nos pratiques culturelles qui sont des lieux où on se reconnaît. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ok, merci. Dans tous les cas, c'est un public déjà avisé, comme quoi les trois intervenants sont tous imprégnés de la question culturelle. Alors, docteur Ganou est revenu sur la question de la scène de spectacle qui
faire voir le spectacle vivant, le spectacle que nous suivons et bien sûr